Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la sphère politique se prépare à l'élection présidentielle de 2020, mais les grands partis politiques ivoiriens n'ont pas pour l'heure désigné de candidat officiel pour l'élection présidentielle de 2020. Au Mozambique, l'aide humanitaire se déploie. La situation du pays est précaire après le passage du cyclone Idai. Beira, la 4e ville du Mozambique, est détruite à 90%. Près de 600 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Et puis en fin d'édition, nous recevrons la fondatrice du festival et salon Congo Napari, Charlotte Kalala. La 3e édition se déroulera au mois de mai 2019. Elle nous parlera de ce rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs socio-culturels africains. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020 est au cœur des préoccupations de la scène politique. Si pour l'heure, aucun des grands partis n'a désigné de candidat officiel, tous s'organisent en vue de présenter le meilleur candidat possible pour le scrutin. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les grands partis politiques ivoiriens n'ont pas encore désigné de candidat officiel pour l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fera lors d'une convention en 2019. Konan-Kwadjo Bertin Dikakabe, ancien candidat indépendant en 2015, veut être candidat du PDCI, dont le président Henri Konan Bédié n'écarte pas la possibilité de se présenter. Certains militants, eux, souhaitent la candidature de l'ancien ministre Jean-Louis Billon. Il a été président de conseil régional. Sur le plan création d'emplois, avec la CIFCA qui emploie aujourd'hui près de 30 000 Ivoiriens, nous estimons que l'homme est outillé pour donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire. Du côté du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, on attend la décision du chef de l'État Alassane Ouattara. Les militants sont prêts à le suivre s'il brigue un 3e mandat ou s'il choisit quelqu'un d'autre. Nous sommes des militants organisés. Nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous partons. Pour prendre le chemin du départ, nous avons besoin de savoir où se situe l'Est. Et la boussole qui nous donne cette direction, c'est bel et bien le fils de Adjana Bintou Cissé, Alassane Dramane Ouattara. Au Front populaire ivoirien, le président Pascal Affi-N'Guessan annonce qu'il sera candidat si l'ex-président Laurent Gbagbo est empêché. Enfin, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est encouragé par ses partisans à être candidat à l'élection présidentielle de 2020 qui pourrait aboutir à une répétition de l'élection de 2010. Ce secteur peut devenir le moteur de la croissance africaine dans un avenir proche. Il s'agit du commerce électronique. Les ventes en ligne devraient générer 50 à 75 milliards de dollars par an d'ici 5 à 10 ans. Les explications de Victoria Sidi. Le commerce numérique se développe rapidement sur le continent africain. Selon les Nations Unies, cette rapide évolution augure de profonds changements dans les secteurs d'activité liés au commerce et à l'industrialisation. Les ventes en ligne en Afrique devraient atteindre 50 à 75 milliards de dollars par an d'ici 5 à 10 ans, contre un peu plus de 27 000 milliards de dollars actuellement. Aujourd'hui, on sait que le taux de pénétration de l'Internet en Afrique grimpe plus que même en Europe, puisqu'on a des taux qui vont jusqu'à 200%, même si le taux de pénétration reste faible parce que le continent est en retard par rapport à Internet. Mais on a vu ces derniers moments avec l'arrivée du mobile que les gens se connectent davantage. Pionnière dans le secteur en Afrique, la Nigériane Jumia, fondée en 2012, s'est rapidement imposée comme un levier de croissance. En 2017, elle a atteint 103 000 personnes employées, dont 3 000 directement, avec plus de 126 structures en activité dans 23 pays africains. Le continent africain sommeille encore par rapport au numérique, au digital. Donc, ce sont ces grandes firmes américaines qui sont en train de nous coloniser davantage. Donc, c'est pour ça que nous, à notre niveau, au niveau du groupe Digital Africa Service, où on veut quand même essayer d'apporter une réponse à cela. Les experts estiment que si la zone de libre-échange continentale est implémentée, elle pourrait également générer un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars. 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects pourraient être créés par an dans le e-commerce.
Idai, le plus puissant cyclone qu'ait connu la moitié sud de l'Afrique depuis 20 ans, a touché le Mozambique dans la nuit du 14 au 15 mars. Deux pays voisins, le Malawi et le Zimbabwe, ont également été touchés. Plus de 300 000 personnes seraient encore bloquées par les inondations. Les ONG craignent des risques d'épidémie. La situation est tout de même en cours d'amélioration. L'électricité est revenue par endroits et l'aide humanitaire commence à arriver dans le pays. Des centres de distribution de vivres, d'eau et de médicaments sont mis en place. Écoutez. Nous redoutons une épidémie de choléra, raison pour laquelle le gouvernement met en place des centres de prévention et de traitement spécifiques au choléra dans les districts touchés. Les gens commencent lentement à se construire ici. Construisons des toits, essayons de construire des murs, mais la communauté est toujours incroyablement désemparée par la tragédie qui s'est produite. Ils disent ne pas avoir été avertis convenablement. Le gouvernement leur a dit de rester chez eux et de ne pas laisser leurs enfants à l'extérieur. Mais la tempête était d'une telle férocité que les toits ont commencé à être arrachés. Les murs ont commencé à venir, les gens ont couru dans le vent et la pluie pour essayer de s'abriter dans la ville principale que l'on peut voir à droite. Le Salon de la culture congolaise débarque à Paris pour une 3e édition. Congo à Paris fait son grand retour ce 17 mai au Marriott Champs-Élysées, puis c'est 18 et 19 mai au Palais des Congrès à Paris. L'objectif de l'événement, apporter un regard positif sur le Congo. Le festival ne déroge pas à la règle, il se décline autour de 3 thématiques: le business, le tourisme, la culture, la dynamique sociale et également le tourisme. La fondatrice du festival et Salon Congo à Paris est avec nous sur ce plateau. Charlotte Kalala, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Alors, dites-nous, comment décrire en quelques mots ce festival, ce Salon Congo à Paris, et qu'est-ce qui vous a donné envie de le créer? Alors, le Salon Congo à Paris, c'est un salon et un festival qui permet de valoriser toutes les initiatives, les talents de la diaspora congolaise et des Congolais. Tout ce qui est positif, en tout cas pour le Congo. On veut vraiment donner une image positive du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Ce qui a permis à ce que je puisse mettre en place ce projet. Il y a en 2012, j'ai découvert le Congo pour la première fois et j'avais beaucoup d'appréhension, beaucoup d'a priori. Et arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de singes, pas de léopards, qu'il y avait des infrastructures et pas mal de choses. C'est votre expérience personnelle qui vous a donné envie? Tout à fait. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivée parce que je me suis dit, si moi je pense ça, certainement d'autres personnes ont aussi cette image-là et il faut casser ça. Donc j'ai commencé par l'humanitaire en me demandant qu'est-ce que la diaspora peut faire et plus loin, plus tard, après, ça a été comment mettre en place quelque chose, une structure qui connecte en fait le Congo et la diaspora. Et en mai prochain, ce sera la 3e édition. Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan des précédentes éditions? Alors, on est très satisfait des 2 précédentes éditions. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 visiteurs quand même. Et donc, on a vu qu'il y avait un réel engouement. On a commencé avec un festival très centré sur la culture. Aujourd'hui, on assume fièrement le fait qu'on veut intégrer toute la partie économique sur ce salon-là. Donc, pour cette 3e édition, on est très, très positif. Et vous faites face à quel défi, à quel challenge dans la préparation de tel événement? Alors, les challenges, c'est toujours ça, c'est trouver des partenaires crédibles. Parce que cette 3e édition, on a focalisé ça sur le retour au pays. Beaucoup de personnes souhaitent rentrer au pays, souhaitent investir, découvrir, visiter, mais malheureusement, derrière, on ne sait pas à qui faire confiance. Et donc cette édition va nous permettre vraiment d'avoir des interlocuteurs fiables et permettre à toutes les personnes qui souhaitent avoir un projet d'être accompagnées. Et justement, quels sont les temps forts de l'édition 2019? Alors, comme chaque année, les temps forts, c'est le forum socio-économique toute la journée du samedi, donc avec des expositions d'artistes, expositions d'entrepreneurs également, des tables rondes et des ateliers. Et le dimanche, on est sur une projection de films avec, cette année, on a rajouté un spectacle folklorique et un spectacle assez engagé sur Kimpavita. Et un très très beau spectacle de clôture. Donc ça aura lieu le 18 et 19 mai à l'Espace Charenton et non pas au Palais des Congrès. Et le 17 mai, c'est une soirée privée de remise de prix.
D'accord, mais merci Charlotte Kalala. Les visiteurs savent à quoi s'attendre. Merci à vous. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.